Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial? Aujourd'hui, Et si on parle de sport se met à l'heure du football mondial avec une chronique spéciale Coupe du Monde de football. Une série événements signée Et si on parlait de sport en partenariat avec la Ligue et les 12 districts de football d'Occitanie, que nous remercions pour leur engagement à nos côtés. Au fil des épisodes, nous allons vous faire voyager à travers le temps, revivre les grands moments, les exploits, les légendes et comprendre comment cette compétition est devenue le plus grand événement sportif mondial. De 1930 en Uruguay ou jusqu'en 2026 aux États-Unis, c'est toute une histoire de la Coupe du Monde que nous allons vous raconter. Et pour cela, nous serons accompagnés de chroniqueurs exceptionnels, passionnés et spécialistes qui viendront partager avec nous leur regard et leur analyse. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette formidable aventure. La Coupe du Monde 1982, un tournant dans l'histoire du football. Bonjour Alain Giresse, un grand plaisir de t'avoir auprès de nous. On va rappeler que tu es champion d'Europe 1984 avec l'équipe de France, double champion de France avec Bordeaux 84-85, vainqueur de la Coupe de France 1986. Alain Giresse compte 47 sélections et 6 buts sous le maillot bleu. Il a participé à 2 Coupes du Monde en Espagne en 1982 puis au Mexique en 1986. Surtout, il a été l'un des membres du célèbre carré magique à côté de Michel Platini, Jean Tigana et Luis Fernandez. Un quatuor qui a profondément marqué l'histoire du football français. Bonjour Alain. Bonjour. Merci en tout cas Alain d'être avec nous et de venir nous parler de cette fameuse Coupe du Monde qui a marqué les esprits d'un bon nombre de générations. Alors avant de parler du parcours de l'équipe de France, est-ce que tu peux nous rappeler ce que représentait cette Coupe du Monde en 82 dans l'histoire du football? Ce qu'elle représentait, mais d'abord c'était que la France après 78 et la qualification que l'équipe de France avait obtenue après de longues années d'attente, eh bien c'était la poursuite. On continuait cette équipe de France qui allait une seconde fois de suite disputer une coupe du Monde. Voilà dans quel esprit on était. D'abord tout heureux, je crois, aussi bien l'équipe nationale que le pays que l'on soit qualifié pour cette coupe du Monde. Alors il y avait pour la première fois, c'est ce qu'on avait noté, 24 équipes au lieu de 16, ce qui change un petit peu la configuration de cette Coupe du Monde. Oui, ça la change, mais bon, ça donne un match de plus à disputer, fatalement, voilà. Après, c'est toujours des groupes de 4 équipes avec les premières phases de groupe, etc. Et le mode de qualification pour aller jusqu'au bout. Mais donc nous, on s'était préparés pour essayer de réaliser une belle Coupe du Monde. On n'avait pas évidemment d'objectif précis, justement. Déjà, le premier objectif était atteint, c'était de se qualifier. Donc envisager autre chose, c'était pas l'ordre du jour. Et on y retrouve les plus grandes équipes de l'histoire du football à ce moment-là, c'est-à-dire le Brésil et puis les autres grandes équipes, l'Argentine, l'Allemagne et bien sûr, on va dire la France. Non, pas la France à ce moment-là. On peut pas dire ça. Évidemment, si on se repositionne par rapport à cette période-là, on peut pas rentrer dans cette catégorie d'équipes nationales. Non, on n'avait pas suffisamment de références. On n'avait encore rien fait, si ce n'est qu'en 58, une demi-finale. Mais après, et on avait retrouvé en 66 éliminé au premier tour. Et 78 éliminé au premier tour. Donc on ne pouvait pas nous considérer comme faisant partie des grandes nations du football. Alors dans quel état d'esprit, justement, tu étais bien placé pour le savoir, se trouvait cette équipe de France quand elle est arrivée sur place? Ben d'abord on a préparé. La préparation était importante et on était tous concentrés, conditionnés, motivés pour bien se préparer en se disant c'est un événement pour tout le monde et pour nous évidemment aussi. On a rêvé quand on est joueur, on rêve de participer à une Coupe du Monde. Donc, on voulait mettre tous les atouts pour ne pas regretter, évidemment, que l'on passe à côté de cette compétition. Voilà, dans cet esprit-là, on était avec, on pourrait pas dire, on vise et ne serait-ce que maintenant, on évoque pour l'équipe de France un minimum les demi-finales. À l'époque, non, on ne pouvait pas s'engager sur ce genre d'objectif. On évoque à l'époque la naissance du fameux carré magique qui était souvent associé. Est-ce que c'était déjà identifié comme tel, puisque vous sortiez quand même d'une préparation forte? Non, pas du tout. Non, puisque le carré magique tel qu'il a été labellisé, pas par nous, évidemment, ou l'effectif, mais par les médias, non, il a été créé, même pas au début de la Coupe du Monde. C'est toujours souvent des concours de circonstances que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se met en place. Eh bien, ça a été le cas après la phase de poule
Michel Platini s'est blessé au 3e match. Pour la suite de la compétition, c'était une autre phase de poule cette année-là. Eh bien, il n'a pas pu jouer le premier match. Et le premier match s'est bien déroulé avec 3 joueurs au milieu, Bernard Genguilly, Jean Tigana et moi-même. Et donc, est venu se poser la question. C'est est-ce que éventuellement, oui, c'était ça déjà qu'on évoquait pour un joueur majeur. Est-ce que Michel Platini devait en jouer? Eh bien, Michel Hidalgo, il a pris il a mis en place, il a dit, bien, non seulement Michel Platini va jouer, mais les 3 milieux qui avaient disputé vont rester aussi. Et on va jouer à 4 milieux, et c'est de là qu'est parti le carré magique, qu'on n'appelait pas carré magique, mais en tout cas, l'organisation, la mise en place de ce système au milieu de terrain. Alors, le début du tournoi est assez compliqué pour vous, mais il fallait que vous trouviez peut-être un rythme. Bien sûr, oui. On démarre très mal contre l'Angleterre. D'abord, il faisait très chaud. La chaleur était pour tous les deux. Puis, voilà, oui, effectivement. Puis l'équipe n'était pas celle qui avait disputé les qualifications. Toujours, mais à cette époque-là, on jouait en 4-3-3. Ben, après, cette formule de 4-3-3 est remise en place par Michel Hidalgo, ce qui correspondait un peu plus à nos habitudes de jeu. Et puis, après, on a pu finalisé par les 2 derniers matchs qui nous restent pour nous permettre de nous qualifier. Alors, 2e tour, là, vous prenez confiance et vous semblez vous libérer. Oui, mais déjà, parce qu'on avait franchi un pas. Ça a été pour une fois une équipe, mis à part 58, une équipe de France passait le premier tour, la phase de poule. Donc voilà, oui, déjà, en soi, c'était pour nous quelque chose, déjà une première réussite. Voilà, donc après, on a dit qu'est-ce qu'on risque. Qu'est-ce qu'on risque? On risque plus rien, sinon que éventuellement de vivre de bons moments. Alors justement, on va parler de bons ou de mauvais moments. On est à Séville en 1982, je le rappelle, la demi-finale dite de légende, ce fameux 8 juillet 82, qui représente dans ta mémoire aujourd'hui ce grand match. Ben déjà, la demi-finale. Alors, ne serait-ce que quand, ça y est, on a validé notre qualification pour la demi-finale, pour nous, c'était exceptionnel. C'était incroyable de s'imaginer ça. Et on allait rentrer, évidemment, dans le dernier carré, avec les équipes qui avaient l'habitude, non pas d'être dans le dernier carré, mais de gagner les Coupes du Monde. Donc, c'était un moment exceptionnel, intense pour nous. Et là aussi, on a dit, c'est l'Allemagne, on se posait des questions, mais on a dit, on va jouer notre jeu. On va jouer notre jeu, celui qu'on a développé depuis le début de ces compétitions. Et après, on verra. Le jeu, ce que nous produirons va nous donner quoi? Un bon ou un mauvais résultat. C'est justement le match qui nous le dira. Et après, c'était ce match intense en émotion, parce que non seulement il y a eu du jeu sur le plan technique, dans l'engagement, etc. Puis d'avoir plein d'événements au cours de ce match, plein de faits de jeu qui ont marqué à jamais l'esprit de ce dans les esprits ce match que tout le monde évoque quand on me parle de Coupe du Monde. Ben oui, si on se remet un peu dans le circuit, il y a eu effectivement l'événement choc avec le fameux, on va dire, avec un peu de guillemets, d'agression de Schumacher sur Battiston qui a dû plomber quand même un peu l'état d'esprit de l'équipe de l'intérieur. Comment ça s'est ressenti? Non. Effectivement, non. Pourquoi? Parce que sur le moment, nous, on ne voit pas le choc. On suit le ballon et on ne voit pas le choc. Alors après, par contre, évidemment, on voit Patrick Battiston qui est allongé, qui tressaille comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il a, on l'amène sur une civière, on se pose des questions, puis on est là, on se dit, oui, Michel Hidalgo est très en colère, presque à vouloir quitter le terrain. On se dit non, mais il faut qu'on continue. Et on a continué. La preuve, à ce moment-là, il y avait que 1-1 et qu'on a mis derrière 2 buts et qu'on a pu continuer. C'est vrai que la question pouvait se poser. On s'est pas perdu. On est resté dans le match. Ça a été parce que c'était les circonstances qui devaient. On pouvait pas abandonner sans savoir effectivement ce que Patrick Battiston, qu'est-ce qu'il avait concrètement. Alors on arrive à cette prolongation, vous êtes à 1 partout, et là il faut que quelque chose démarre, et il se passe quelque chose d'assez exceptionnel avec déjà l'intervention d'un Marius Trésor qui marque un but magnifique. Ah oui, donc désolé, super. Alors Marius, c'est pas un attaquant, mais là il a fait le geste technique parfait, très réussi. Moi je tire le coup franc sur le côté là, et puis aussi bizarre que ça puisse paraître, sur une situation comme ça, parce que Marius va reprendre le ballon de la tête. C'est plus, on pense que c'est comme ça que ça doit passer. Et puis non, il a eu le temps d'ajuster Storpezzo sous la barre.
voilà, un geste exceptionnel, et qui plus est, un demi-finale de Coupe du Monde. Alors on est à 2-1, mais en même temps derrière, il y a un troisième but qui arrive, et c'est toi Alain qui marque. Ouais, c'est une action j'ai une faute sur moi, vite, je le joue, ce ballon est remonté par du Winifred Choteau qui passe par Michel Platini puis Didier Six, et là moi j'arrive, j'ai suivi l'action. J'arrive et je vois, je suis face au jeu et je vois que Didier Six sur le côté cherche une solution. Et il me voit arriver, il me décale le ballon, il me le dépose et il me le fait rouler. Là, j'ai dit, là, il faut que ce ballon, j'ai pas d'autre solution que de le frapper, mais surtout de faire le geste qu'il fallait faire, parce que il m'arrive un peu de côté. Il arrive plus sur mon pied gauche que sur mon pied droit, donc mon pied, je ne savais pas que j'allais pas réussir quelque chose avec mon pied gauche. Je savais m'en servir, mais pas au point de pouvoir à ces distances frapper et marquer. Donc là, j'ai pris la solution de faire un léger extérieur du pied pour évidemment pour bien cadrer, bien le frapper et bien cadrer. Voilà. Et la suite, la réussite est là. Le ballon, je l'ai bien pris, je l'ai bien cadré et j'ai bien cadré et ça a ricoché sur le poteau. Et ça fait trembler le filet. Et puis ça garde aussi une image extraordinaire, on te voit courir les bras levés, ça te fait le tour du monde, cette belle image. Et là on se dit, plus rien ne peut arriver à l'équipe de France. Mais malgré tout, avec 3-1 en prolongation, l'Allemagne s'accroche et revient. Oui, elle revient, oui, effectivement. Moi, c'est vrai, quand je cours dans ma course folle, tellement que c'est intense en termes d'émotion, et c'est quelque chose qui fait vibrer de partout, hein. Et on pense qu'on va arriver à la Coupe du Monde, mais après il y a encore quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. De suite, avant le deuxième but et l'action pour le deuxième but des Allemands, il y a deux fautes. La première sur moi et sur Michel Platini, qui ne sont pas sifflées, et elles sont grossières, très grossières effectivement. Voilà, et qui auraient dû empêcher les Allemands de marquer avant la mi-temps, qui reste 3-1 à la mi-temps, mais là, Rummenigge marque 3-2, on sort la mi-temps de la prolongation 3-2. Et puis après, il y a la suite, malheureusement. Avec Klaus Fischer qui égalise avec un retourné acrobatique de mémoire. Et là, tout bascule. Vous vous retrouvez à 3-3. Je pense qu'il y a un coup quand même au moral qui est dans la tête de l'équipe de France à ce moment-là. Oui, ça fait dur. Oui, c'est dur parce que c'est dur. Pourquoi ? Parce que tous ces événements, si on raisonne que par rapport à la partie sportive purement avec des actions réussies ou pas réussies, mais il y a tellement de faits aussi qui nous sont contraires et dont on subit sous la forme d'une injustice. Ça fait mal. Et puis il faut terminer et avoir encore peut-être cette possibilité par le biais des pénaltys, qui notamment, c'était la première fois dans une Coupe du Monde qu'il y allait avoir les tirs au but pour départager deux équipes. Alors on peut se dire que dans ce cadre-là, on aurait eu, alors c'est peut-être une polémique, mais il y aurait eu la VAR, vous en seriez aujourd'hui, vous auriez été en finale. Ah mais ça, je le pense, oui. Je le pense, parce que ce qu'on a évoqué là, notamment l'agression sur Patrick Battiston, les deux fautes que j'ai citées également, pareil, oui, bien sûr, mais c'était évident, puisque sur l'agression de Battiston, c'est rouge et penalty, il n'y a rien eu du tout, même pas un carton jaune. Oui, mais évidemment, avec la VAR, évidemment, ça a modifié beaucoup de choses. Et alors après, il y a malheureusement cette défaite au tir au but. On va simplement se dire que c'est un moment délicat, mais est-ce qu'on peut imaginer que cette défaite, elle a joué un rôle dans le succès futur de cette équipe de France, notamment ce qui se passe 2 ans après, quoi. Je préfère être précis sur les termes, c'est élimination, parce que nous n'avons pas perdu. D'accord. Non, je veux dire, non, si on compte les oppositions France-Allemagne, on vous aurait pas, ça fera ce match en passant de compter comme une défaite. Purement en termes de résultats. Il est dans le cadre d'une compétition à élimination, on a été éliminé. Non, c'est pas la défaite en soi, c'est cette Coupe du Monde, comment elle a été, comment on l'a joué, ce qu'on a réalisé pendant cette Coupe du Monde, qui effectivement, après avoir digéré un petit peu toute cette énorme déception, cette énorme injustice, eh bien qu'on a évidemment, on est ressorti de là plus fort, plus confiant, en n'ayant pas des certitudes, mais on se disait, voilà, maintenant, on a les moyens de pouvoir rivaliser et on a conservé cette option-là de se dire, voilà, et que l'on puisse après, avec un euro qui se présentait en France, de se dire, mais ma foi, maintenant, on peut envisager d'aller gagner cet euro maintenant. Et effectivement, 2 ans après, vous remportez l'Euro, la première fois qu'une équipe de France, d'un sport collectif, gagne une compétition de ce niveau. Oui, premier trophée d'une compétition continentale, que ce soit européenne ou mondiale. Oui. Bien sûr, au niveau du football, c'est évident. Et puis également aussi, au niveau de tous les sports collectifs, le basket, ils n'avaient pas encore gagné tous les titres qu'ils ont gagnés par la suite.
Donc vous avez été les pionniers et c'est tout à votre honneur. Alors on va aussi parler quand même de cette Coupe du Monde parce qu'au-delà de cette déception, bien évidemment, on était tous derrière vous, mais il y avait quand même un match légendaire qui a suivi avec cette Italie-Brésil. Si la demi-finale France-Allemagne est entrée dans la légende, un autre match est souvent cité dans les plus grandes histoires, ce fameux match Italie-Brésil. Pourquoi elle était aussi importante cette rencontre ? C'était aussi les demi-finales qui se jouaient fatalement. Surtout que c'était un vrai Brésil cette année-là. C'est-à-dire que c'est un Brésil vraiment avec là aussi 4 joueurs au milieu notamment qui avaient un haut niveau technique et qui pratiquaient ce football tel qu'on l'aime quand on parle notamment du football et bien sûr du Brésil. Et c'est pour ça que là aussi, malheureusement, c'était une forme d'injustice que, même s'ils n'avaient pas subi de faits particuliers, mais sur le plan de la malchance qu'ils avaient vécue dans cette rencontre-là, les Brésiliens ont été éliminés. Avec des grands noms, on le rappelle, il y avait Zico, il y avait Socrates, Falcao, Cerezo, Junior, Eder, tout ça, c'était aussi une belle équipe qui, sur le terrain, nous amenait du très joli football. Après l'équipe de 70, je pense que c'est cette équipe-là qu'on peut avancer en parlant d'une équipe du Brésil qui vraiment produisait du jeu et qu'on avait beaucoup de plaisir à avoir joué. Alors comment s'est passée cette rencontre où on parle bien évidemment du récital Paolo Rossi, il faut aussi parler de nos amis italiens. Comment ça s'est passé ? Je crois que aussi il y a eu beaucoup de fautes. Le gardien n'a pas été toujours... Le Brésil avait un petit peu un gardien qui n'était pas forcément à la hauteur du niveau de ses joueurs, de ses coéquipiers. Et puis la réussite de Paolo Rossi. Paoli, ce jour-là, il a été là comme un buteur qui marque les buts qu'il faut quand il faut. Et voilà, ça. Après, on peut toujours évoquer, ne serait-ce que... Mais il y a des moments où on peut pas on peut pas, par rapport à ce qui peut se dérouler, on peut pas se dire qu'on puisse éviter. Pourquoi ? C'est la magie du sport, la magie du sport, du football, qu'on peut pas prévoir à l'avance et que quelquefois on est confronté à des situations qu'on ne voudrait pas qu'elles se passent, mais malheureusement qui arrivent et qui font que ça donne le résultat d'un match. Alors on arrive à cette finale Italie-Allemagne de l'Ouest, pas forcément ceux qu'on attendait, on aurait peut-être préféré un France-Brésil déjà, mais ça c'était dans quelques années plus tard. 11 juillet 82, l'Italie retrouve l'Allemagne de l'Ouest en finale au stade Santiago Bernabéu de Madrid. Comment tu analyses cette finale ? D'abord en étant supporter de l'Italie, ça c'est sûr. Comme beaucoup de Français évidemment. Ce jour-là, je pense. Oui, évidemment. Par rapport à la demi-finale, on ne pouvait pas être supporter de l'Allemagne. Voilà. Et puis c'était l'Italie qui était vraiment dans une confiance totale, beaucoup de rigueur, une équipe comportée de quasiment de joueurs de la Juventus et donc qui se connaissaient bien. Voilà, une équipe au summum d'une génération. Et qui ont su vraiment maîtriser totalement les Allemands. Et puis sur ce match, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que la victoire de l'Italie, elle est tout à fait justifiée. Avec un but assez mythique de Marco Tardelli, on se souviendra de ça quelques minutes après. Avant, il y avait eu Paolo Rossi qui avait marqué de la tête. Encore, oui. Voilà. et avec Alessandro Attobelli qui marque le 3e but italien et terminé par Paul Breitner qui lui a réduit l'écart pour l'Allemagne. Finale 3-1 et la 3e étoile sur la poitrine des Italiens après les tirs de 34 et 38. Oui, voilà, et ça, on l'évoque maintenant quand on pense que l'Italie ne participe plus à la Coupe du Monde, des 3 dernières Coupes du Monde, n'y participe pas à ce moment-là. L'Italie était au summum du monde, vous vous rendez compte, champion du monde, et vraiment, non, on peut dire que sur l'ensemble, pourtant, l'Italie avait démarré très, très doucement. En phase de poule, ils n'ont pas gagné un match. C'est qu'en faisant des matchs nuls qu'ils sont qualifiés, et après ils sont montés en puissance pour arriver jusqu'au bout et gagner cette Coupe du Monde. Pourquoi, Alain, cette édition, cette Coupe du Monde 82, continue-t-elle de fasciner autant de passionnés ? Surtout quand on est français, ce qui revient, on va remballer tout ça. Maintenant, on dit le 8 juillet à Séville, où on dit il y a eu Séville, voilà, il y a un match qui a pris une ampleur sur le plan des souvenirs, des mémoires et de tout ce qu'il a représenté et de tout ce qu'il a fait, ce qu'il a procuré à toutes les personnes qui l'ont vu, quoi. Et je sais, à chaque fois, on est passé par tous les sentiments possibles, imaginables dans ce match-là. Et voilà, et c'est des matchs comme ça qu'on n'oublie pas parce que justement, au-delà du match de football purement, il y a tout ce qui vient se greffer autour, qui marque et qui
qui imprime ses souvenirs et que les gens, à chaque fois que, enfin en tout cas à mon niveau, j'étais un acteur, m'évoquent et je comprends ce que ça représente. C'était des frissons pour tout le monde et puis c'est vrai une énorme déception. En tout cas, merci beaucoup Alain d'avoir partagé ces souvenirs et ton regard sur cette Coupe du Monde, surtout quelqu'un qui l'a vécu, tu nous as vraiment fait tous vibrer. Je pense qu'on en reparle encore entre nous et on se demande encore comment on peut perdre quand on a pris 3-1, mais effectivement tu as amené les bonnes réponses. Prolongation, on perd 3-1, mais il y a eu des choses, il faut le reconnaître, en étant sportif quand même, qui auraient dû être sifflées, qui auraient pu changer, mais on va pas refaire le monde. Mais c'était intéressant de refaire un petit peu le monde avec toi aujourd'hui sur cette Coupe du Monde 1982. Un grand merci à toi en tout cas. Avec plaisir, toujours un bon moment de parler de ces compétitions. Écoute, tu vois, c'est un podcast qui va donc être ouvert et offert à tout un tas de jeunes qui n'ont pas connu forcément cette période. Il est bien que quelque part aussi on raconte un peu qu'en 82 il s'est passé quelque chose qui permet probablement aujourd'hui à tout un tas de jeunes de vivre cette nouvelle Coupe du Monde que l'on est en train de vivre en 2026. Oui, effectivement, on peut considérer, mais de dire que là, tout d'un coup, ça a été un grand moment. Ça y est, on a lancé l'équipe nationale dans les grandes compétitions. On peut considérer que ça, à partir de Séville, alors vous voyez, je dis toujours Séville, à partir de la Coupe du Monde 82, oui, je pense que là, ça y est, la marche en avant de l'équipe de France était lancée. Merci en tout cas à toi d'avoir pris du temps pour nous et de nous avoir offert ce temps et ce super témoignage. C'est un grand plaisir de t'avoir eu à l'antenne. Un grand merci encore et je te dis à très bientôt Alain. Entendu, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci Alain d'avoir partagé avec nous ses souvenirs et ton regard sur cette Coupe du Monde 82, une édition exceptionnelle remportée par l'Italie face à l'Allemagne de l'Ouest en finale sur le score 3-1 grâce aux réalisations de Paolo Rossi, Marco Tardelli et Alessandro Altobelli. Mais au-delà du résultat final, cette Coupe du Monde restera celle des grands matchs du Brésil flamboyant de Zico et de Socrates, du triplé historique de Paolo Rossi face à la Seleção, de la demi-finale épique de Séville et de la naissance d'une équipe de France qui allait bientôt écrire les plus belles images de son sport. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre série. Direction 1986 au Mexique pour la Coupe du Monde de Diego Maradona. 1986, la main de Dieu, le but du siècle et Diego Maradona au sommet de son art. À découvrir bientôt dans Et si on parlait de sport ?